Bienvenue au troisième qui m'écoute, c'est Monsieur Crène, et bienvenue dans le premier épisode de la série Sur la route du brevet. Donc, ces vidéos, elles seront tournées environ chaque semaine, normalement, pour faire des points, des espèces de points d'étape, en fait, pour savoir où on en est dans ces circonstances qui sont assez particulières et qui nous empêchent de nous voir. Ça me semblait important que vous puissiez avoir un retour aussi à l'oral. Je le fais de la même façon pour les cinquièmes et les quatrièmes. Vous, ce sera du coup sur le même temps. En fin de semaine, je publierai une vidéo qui récapitulera tout ce que vous aurez eu à travailler dans la semaine. Ça permettra à ceux qui sont plus à l'aise quand ils entendent le cours de pouvoir avoir cette manière-là pour travailler aussi, parce que c'est bien je mets beaucoup de choses sur le site et vous allez avoir pas mal de documents quand même à voir, à travailler, mais ça remplace pas les moments où vous pouvez poser des questions, où vous pouvez écouter tout simplement, parce que pour certains, vous avez une mémoire qui se focalise beaucoup sur l'oral, donc ça me paraissait important de faire aussi ce genre de vidéo. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions, que ce soit sur le groupe Discord ou tout simplement dans les commentaires de la vidéo. Ce sera même encore plus simple si vous avez des points de questions bien précis. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire de la vidéo. Ça me permettra d'y répondre directement et comme ça tout le monde pourra les voir. Ça évitera de poser 10 fois les mêmes questions. Donc aujourd'hui c'est un peu spécial parce que je vais faire un premier point, non pas sur ce que vous avez travaillé cette semaine, parce que je vous rappelle que 2 articles sont en ligne. Le premier sur l'introduction du nouveau thème de géographie que l'on va commencer pendant que vous êtes en confinement. Et, euh, et du coup, là-dessus, il y avait donc il y a le premier article sur l'introduction et le deuxième article qui finalement commence à vous faire travailler sur le cas du Louvre-Lens pour l'aménagement du territoire. Mais tout ça, j'y reviendrai la semaine prochaine. Aujourd'hui, je trouve ça plus intéressant de revenir sur ce sur quoi vous avez travaillé cette semaine, c'est-à-dire l'épreuve de brevet blanc. Alors, avant toute chose, je vais juste vous montrer sur l'écran, et vous le voyez déjà, je vais juste vous montrer ce qui nous servira de méthode d'auto-évaluation. Alors, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus ludique possible pour que vous ayez quand même des moyens de vous entraîner et des moyens de vous tester, en fait, vis-à-vis des connaissances. Donc, ce que je vous proposerai, ce sera, alors je pense que ce sera tous les 15 jours, un caout. On l'avait fait en classe, ça vous avait bien plu. Donc, le caout, je vous rappelle, le principe, il est simple. Vous jouez sur votre portable, je vais créer un challenge à faire. Vous pouvez le faire depuis chez vous sur votre portable. Il n'y a pas besoin de télécharger l'application. Vous pouvez le faire, mais il n'y a pas d'obligation. Vous allez juste sur le site Kahoot et vous allez juste rentrer un code PIN que je mettrai dans le cahier de texte Pronote et ça vous donnera accès à des questionnaires. Alors, par exemple, là, c'est le questionnaire, le quiz de révision de brevet pour les dates sur tout ce qui est histoire. Donc, à chaque fois, vous allez avoir ce genre de choses avec un chrono. Et sur vous, sur votre portable, il y a des symboles qui apparaîtront. Et donc, si je veux répondre, eh bien, j'ai juste à appuyer sur la case qui correspond. Et vous allez réussir à gagner des points. Ça vous fera en fait un challenge. Chacun le fera quand il veut. Et comme ça vous fera un challenge. Et à la fin, je pourrai publier les résultats éventuellement si vous le souhaitez. Voilà, ce sera une manière, ce sera pas noté évidemment, ce sera pas rentré dans Pronote, mais ce sera une manière ludique de s'évaluer. Donc, je me charge de préparer ça soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours déjà pour que vous puissiez commencer. Ce sera sur la base du volontariat, il n'y a pas d'obligation. C'est pas voilà, mais c'est le but, c'est que vous puissiez avoir le maximum d'outils à votre disposition pour ne pas être trop pénalisé par le fait que vous ne soyez plus en classe. Donc, je vais revenir maintenant sur le brevet blanc. Alors, je vais faire une correction très rapide. Il y aura une correction plus détaillée écrite qui vous sera mise en ligne sur le site d'ici peu de temps. Là, je vais vous faire une correction à l'oral pour vous donner les grands points, ce sur quoi il fallait pas se tromper, on va dire. Et donc, voilà, je vais revenir là-dessus. Donc, je vais quitter cette fenêtre-là. Et je vais donc voir je vais donc voir le sujet. Alors le sujet, il est assez simple. Cette fois-ci, c'était l'étude de documents. C'est assez simple à comprendre. Hein. C'est la même chose que le premier. Simplement, l'étude de documents cette fois-ci était en géographie ici. Et le développement construit était en histoire. Et évidemment, il y a l'épreuve de MC. Alors sur la géographie, vous avez vu que c'était sur les espaces productifs et leurs évolutions, et donc notamment un espace productif agricole qui est la Bretagne. Donc on a choisi cette fois-ci. Donc vous voyez qu'il y a 3 documents, une infographie et 2 textes.
Le premier des deux textes étant surtout un article autour du témoignage d'un éleveur breton, un éleveur de porc, et ensuite la coopérative, l'histoire autour de la coopérative Prince de Bretagne et sur son fonctionnement. Alors le questionnaire, les documents n'étaient pas forcément très faciles à connaître à comprendre parce que tout simplement c'est un vocabulaire que vous n'avez pas eu trop l'habitude de côtoyer et c'est normal. Malgré tout, les questions n'étaient pas très difficiles. C'était vraiment des questions classiques de ce qu'on peut vous demander d'habitude et de ce qu'on vous demande d'habitude d'ailleurs. Donc la première question, c'était expliquer à l'aide de deux nombres pertinents dans le document 1 que la Bretagne était une région agricole très importante en France. Donc là, en fait, on attendait plusieurs choses. Enfin, il y a plusieurs choses qui étaient possibles. Par contre, pardon. Soit vous nous parliez des chiffres où la Bretagne était majoritaire, soit vous pouviez même juste dire, par exemple, que la Bretagne représentait 22% de la valeur de la production animale en France métropolitaine, ça marche aussi. Ou que ça occupe le premier rang des régions pour la production animale, ça marche aussi. Vous pouviez parler, par exemple, de la production, je ne sais pas, de choux-fleurs, d'échalotes, en disant que, bah voilà, 83% des choux-fleurs faits en France sont produits en Bretagne. On pouvait parler des artichauts, des échalotes. Vous pouviez parler des porcs. Vous pouviez parler aussi des volailles et des œufs parce que ça reste quand même quelque chose de très important. Donc voilà, il y avait pas mal de nombres que vous pouviez utiliser sans trop de problèmes. Donc je ne reviens pas plus en détail. Ensuite, document 2, expliquer comment se caractérisait le modèle d'agriculture bretonne traditionnelle remis en cause notamment par la mondialisation. Alors là, il fallait aller chercher au début parce que les questions en fait correspondaient à l'ordre chronologique des documents. C'est-à-dire que la première question correspondait à des choses que vous voyez dans cette première partie-là du document. Alors, le modèle, on vous demande de savoir qu'est-ce que c'est que le modèle d'agriculture bretonne traditionnelle. Et bien là, en fait, la logique, c'est à partir de là, il fallait évoquer exactement ça, c'est-à-dire une logique de production en masse à faible valeur ajoutée et sur de petites exploitations. Donc, si vous repreniez ces éléments-là, vous étiez, vous étiez sûr d'obtenir les points. D'accord? Donc à condition évidemment, on est au brevet blanc donc de rédiger correctement. Voilà, il y a pas de surprise par rapport à ça, mais c'était ces éléments-là en tout cas qu'il fallait présenter. Donc à condition de bien les avoir présentés, normalement c'était ça qu'on attendait de vous. Et ce sera la même chose pour tous les autres, Toujours la même chose, vous pouvez citer. Là, on vous demande d'expliquer. Le conseil c'est de citer et d'expliquer autour de cette citation et de pas se contenter uniquement de la citation parce que la citation en elle-même, même quand c'est marqué relevé comme ici, ne vous en contentez pas, d'accord? Vous êtes capable de rédiger autour. Alors, on vous demandait ce que l'éleveur, justement, qui s'appelle Paul Offray, est-ce qu'il identifiait deux causes pour expliquer la crise agricole bretonne? Eh bien là, il explique, en fait, donc, il fallait reprendre le dernier paragraphe avec ce que vous voyez ici. Là, il va évoquer les relations difficiles avec la grande distribution, qui capte une grande partie de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que la valeur ajoutée, c'est tout simplement le prix, une partie du prix, et en fait, il y a beaucoup de l'argent qui est de l'argent quand on vend un porc ou quand on vend de la viande ou quand on vend des légumes, qui revient à la grande distribution et pas beaucoup à l'éleveur. Et donc, le fait qu'il y ait des relations difficiles entre les deux, ça veut dire qu'en gros, il se plaint du fait que la grande distribution capte trop d'argent par rapport à ça. Et deuxième cause qu'il identifie, c'est le projet européen. C'est le fait que voilà, il y ait pas de frontières, que n'importe qui puisse faire venir sa viande. On peut faire venir la viande et les légumes de n'importe quel pays européen sans aucune contrainte. Et ça, il identifie aussi comme une cause parce qu'il y a la concurrence. Rappelez-vous, hein, quand on a vu le chapitre sur les espaces productifs, on parlait énormément de concurrence mondiale. Et bien là, c'est la concurrence mais européenne. Donc voilà les deux causes, la relation compliquée avec la grande distribution, selon lui, et le projet européen. Donc après, vous pouviez le présenter vous pouviez le présenter de différentes façons. Vous pouviez par exemple parler des éleveurs allemands et hollandais qui font concurrence. C'était une cause qui pouvait être identifiée. Ça revient en fait à parler du projet européen. Donc ensuite, comment les autres pays européens se sont-ils adaptés à l'évolution de l'agriculture? Eh bien là, euh, ils ont ils le disent essentiellement ici, là, dans cette dernière partie du document.
Hop. Donc, avec leur main-d'œuvre bon marché, ils nous débordent sur ce qui faisait autrefois la force du modèle breton, la production de masse. Donc là, il y a deux choses qui sont intéressantes. Il y a la première chose, c'est le fait que ils ne payent pas très cher les salariés, les employés agricoles. Et autre chose, parce que c'est de ça dont on parle quand on parle de main-d'œuvre. Et autre chose, on évoque la production de masse, donc le fait qu'ils produisent beaucoup avec sur un petit territoire, ils vont produire de manière industrielle, ils vont produire énormément sur peu de place. Donc le tout en faisant, quand on parle des légumes, ça va pourquoi pas être de mettre des engrais, ce genre de choses, etc., etc. Donc voilà, là on vous demandait pas tout ça évidemment, mais on vous demandait d'évoquer ces genres de choses, c'est-à-dire cette dernière phrase là qui est importante. Ensuite, le document 3, relever 2 éléments qui font du Finistère un endroit idéal pour l'agriculture. Alors là, c'était très simple. Ici, c'était pas très compliqué. Là, on vous demandait juste les cultures légumières sont localisées essentiellement dans le Finistère. Donc en fait, il vous suffisait déjà de regarder le mot Finistère. Généralement, quand on voit les mots de la question dans le texte, c'est qu'en général, on n'est pas loin de la bonne réponse, d'avoir la réponse à côté. Et on vous dit deux choses. Première chose, il ne fait ni trop froid, ni trop chaud, ni trop froid. Ici, le gel est exceptionnel et la production commence dès le début du printemps. De plus, les terres sont un mélange de sable et de limon, fertile et favorable aux légumes. Fertile, ça veut dire que, normalement vous êtes censé le savoir, parce que vous l'avez vu en 6e, fertile, ça veut dire qu'il fait pousser beaucoup. Donc il y a beaucoup de légumes qui poussent, donc on est vraiment dans un secteur favorable. Donc là, vous preniez deux choses, soit vous parliez de la température, soit vous parliez de la fertilité du sol, soit vous pouviez dire que le gel était exceptionnel, soit vous pouviez dire que la production commençait dès le début du printemps. Tout ça, ce serait accepté. Donc, ensuite, question 6, quel est l'intérêt principal pour un agriculteur Séraphin d'adopter l'agriculture biologique? Eh bien, là, même chose, regardez là où ça se trouve dans le document. Là, on voit que l'intérêt, ça peut être... Donc là, on a vu qu'il finançait, il versait une cotisation pour chaque tonne de légumes, qui finance un fonds de garantie. Et là, on vous explique que le fonds de garantie, c'est pour but d'aider financièrement les agriculteurs victimes de catastrophes naturelles ou d'accidents. Donc ça, c'est un premier intérêt. Deuxième intérêt, la publicité pour la marque, la recherche scientifique sur les variétés ou l'amélioration des méthodes de l'agriculture biologique. Bref, en gros, vous pouviez tout ça, vous pouviez évoquer tout ça, ça vous permettait de répondre à la question. Ok, vous pouviez même évoquer ça. Les agriculteurs du Séraphin sont organisés pour réguler la production. Ils n'hésitent pas à détruire une partie des récoltes, etc., pour éviter une chute des prix. Donc tout ça, c'était des choses qui étaient valables dans la question 6. L'intérêt principal, du coup, on vous demandait l'intérêt principal. En général, on va plutôt parler du coup, si on veut simplifier, un intérêt financier, parce que ça lui permet de ne pas être trop dépendant de sa récolte. Si par exemple il y a une catastrophe naturelle, il sait qu'il va pouvoir compter sur la Séraphin pour le rembourser. En tout cas en partie. Donc, même chose, la question 7, elle va reprendre un peu ce qu'on a dit sur la question 6, mais en quoi le système de la coopérative Séraphin protège, attention là quand même, les producteurs des problèmes de la mondialisation. Donc, ça, c'est surtout cette partie-là que j'avais évoquée là avant, mais c'est surtout cette partie-là qui m'intéresse. D'accord? Ça permet tout simplement, tac, on peut même rajouter ça, ce que vous voyez là. Alors, pardon. Bon, c'est pas grave. Même la phrase sur le fonds de garantie là. Donc, ça leur permet d'être, en fait, leur idée, c'est un pour tous, tous pour un. C'est-à-dire que ensemble, on est plus fort. Si on est chacun chez soi, bah, finalement, on va avoir du mal à vendre. On va pas du tout pouvoir peser. C'est-à-dire que les gens qui vont nous acheter, ils vont dire, on vous achète à temps, et puis si ça vous va pas, bah, on va voir le voisin et il nous vendra moins cher. Et ben là, en fait, le principe de la coopérative, c'est de dire, on se réunit tous comme ça. Quand on va négocier avec la grande distribution, notamment, on sera plus fort. Et ben, ils n'auront pas moyen d'aller chercher s'ils ont besoin de 3 tonnes de tomates. Ben, ces 3 tonnes de tomates, peut-être que personne pourra leur donner à part nous. Donc finalement, ils vont être plus forts ensemble et ils vont s'organiser pour, justement, s'ils voient que les prix chutent trop, ben, ils vont moins produire pour éviter pour éviter que l'agriculteur d'à côté, il se retrouve complètement ruiné. Voilà, ils vont essayer de s'organiser et de gérer leur stock. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important.
parce qu'il y a que comme ça que les agriculteurs finalement peuvent peser et peuvent se faire entendre. Donc c'est vraiment surtout c'est surtout cette partie-là qui nous intéressait ici. Et dernière question. Alors là, on vous demandait de proposer des mesures pour que les agriculteurs bretons puissent s'adapter à la mondialisation. Et on vous demandait de détailler au moins 3 propositions. Alors, là, on vous demandait beaucoup de travailler à partir des documents. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment identifier. C'est-à-dire que toutes les réponses que vous avez mis là, potentiellement, pouvaient servir à la question 8. Donc, on vous demandait simplement de les détailler. Et une dizaine de lignes, ça va très vite. Alors, il y a des choses dont on n'a pas encore trop parlé. Il y avait plusieurs possibilités. Soit c'était se spécialiser dans un domaine précis pour essayer de faire... alors ça, c'est ce qu'on avait vu en cours. Se spécialiser dans un domaine précis pour essayer, pourquoi pas, de faire, par exemple, du haut de gamme. Du haut de gamme, dans l'alimentaire, ça existe aussi. Hein. Pourquoi pas essayer d'aller faire du haut de gamme? Ça pouvait être autre chose. Ça pouvait être, pourquoi pas les autres pays européens, ils nous ont débordé sur la force du modèle breton, la production de masse. Pourquoi pas essayer d'encore travailler sur produire plus, peut-être. Alors ça va pas forcément avec, hein, ça va pas forcément ensemble, mais c'est deux solutions différentes. Troisième solution, ça va avec le haut de gamme. Pourquoi pas faire s'appuyer sur l'agriculture biologique, ce qui permet de vendre plus cher la production. Ça, c'était disponible dans le document 3. Pourquoi pas, autre possibilité, c'était tout simplement généraliser le système de coopérative pour que les agriculteurs soient plus forts et qu'ils ne se fassent pas de concurrence entre eux. Et que la France soit un pays uni dans son agriculture et que la Bretagne en tout cas soit totalement unie dans son agriculture et puisse répondre à la concurrence mondiale et européenne. D'accord? Donc voilà, il y a différentes choses. Vous pouviez parler, pourquoi pas, de la publicité, aussi de la recherche scientifique, encore une fois, vous pouviez reprendre tout ça. Donc voilà, il y avait plusieurs choses à dire. Ça, après, ça dépend beaucoup de comment vous l'avez rédigé. Mais sachez que si vous vous êtes appuyé sur les documents, ce n'est pas mauvais. On vous demandait pas avant tout des connaissances. Parce qu'on sait très bien que la Bretagne, le système agricole breton, vous le connaissez pas par cœur. D'accord? Et nous non plus. Donc, par contre, les documents pouvaient vous aider et devaient vous aider même pour faire quelque chose, pour réussir à faire une synthèse d'une dizaine de lignes. Et on vous demandait au moins 3 propositions. Donc, vous pouviez aussi en évoquer une 4e. Et on mettait l'apport de connaissances personnelles pourra être valorisé. Donc, si vous aviez pensé à la spécialisation sur du haut de gamme, etc., pourquoi pas, hein, voilà, au contraire, ce sera valorisé, ça. Donc, voilà pour la partie sur la géographie. Donc, ensuite, sur l'histoire, je vais aller beaucoup plus vite parce que c'est des choses que vous avez dans votre cours. La méthode, on en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas y revenir plus en détail. Surtout, là où vous n'avez pas le droit de vous tromper, c'est qu'on vous demandait expliquer comment les Français, sur le développement construit, expliquer comment réagissent les Français face à la défaite et à l'occupation. Ça tombe bien, vous avez le titre de chapitre au-dessus. Vous aviez la France défaite et occupée, régime de Vichy, collaboration, résistance. Donc, a priori, ça vous donnait aussi des éléments pour partir correctement. Parce que comment réagissent les Français? Regardez votre cours. Hein. Grand 1, on avait mis le régime de Vichy et la collaboration. Grand 2, la résistance. Donc, je ne vais rien inventer. Dans le grand 1, il fallait parler... Alors, grand 1 ou grand 2, je m'en fiche, mais le plan du cours, il est comme ça, il est fait comme ça. Grand 1, régime de Vichy et collaboration. Vous en parliez, vous donniez toujours le même principe, argument, exemple. Et la résistance... Eh bien, même chose, argument, exemple, et ensuite introduction, conclusion, en respectant la méthode. D'accord? Donc, il n'y a pas de surprise avec ça. Il fallait seulement, fallait pas. Le seul piège qu'il y avait, c'était se dire les Français ils réagissent face à la défaite en premier et face à l'occupation en deuxième. Non, on n'a pas vu le cours comme ça. Donc, là, ça aurait été vraiment. Je sais pas, vous allez forcément vous répéter dans vos deux parties. Donc, voilà ce qu'on attendait. Allez voir votre cours pour plus d'informations. Sachant qu'en plus, je vous avais donné un développement construit déjà à faire sur le régime de Vichy. Je vous l'avais rendu juste avant, donc normalement, vous avez aussi de quoi faire sur le régime de Vichy, sur la résistance, vous avez le cours. Voilà pour ça. Ensuite, maîtriser de manière autonome des repères historiques. Alors ça, c'est quelque chose que vous aurez au brevet si ça tombe, le développement construit tombe en histoire. On vous demandait de dater et de placer correctement les événements suivants sur la frise. Donc,
même chose ici. Vous aviez alors la rencontre entre Hitler et Pétain à Montoire le 24 octobre 1940. Alors certes, je ne sais plus si on l'avait mis exactement dans le cours comme ça. On en avait parlé, ça c'est sûr. Mais bon, peu importe, ça peut arriver sur un point. Je veux bien plaider coupable pour cette date-là. Même si, pour la plupart, quand vous avez fait vos recherches sur la collaboration, vous avez cité cette date-là. Donc, c'était bien de s'être inspiré de choses sur Internet. J'espère que ça a pu vous servir pour ça. La rafle du Veldiv, ça pour le coup, on l'a déjà vu. J'ai pas grand-chose à dire. 16 juillet 1942. Il y avait, voilà, vous étiez capable de la détailler normalement et de l'expliquer. Signature de l'armistice entre la France et l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Là, c'était c'était donc le 22 juin 1940 que ça a été signé. Voilà pour ces dates-là. Ensuite, on vous demandait de choisir l'un des trois repères et de l'expliquer, donc de le détailler grâce avec vos mots. Et enfin, dernier exercice, exercice 3, les compétences d'enseignement moral et civique. Donc là, pour le coup, c'est le même principe que d'habitude. Alors, je sais qu'on n'a pas fait de MC en classe. Vous en avez fait au premier trimestre quand vous étiez en sport et que voilà, vous aviez fait des sujets. De toute façon, vous voyez que c'est des choses que vous avez peut-être vues avant, mais ça sera toujours des situations pratiques. Donc, c'est pas du cours en lui-même. C'est parfois ça peut être un peu de culture générale, mais c'est surtout de la réflexion personnelle et de l'étude de documents. Donc là, on vous demandait, donc il y avait deux documents, un document sur la maison des associations de Dreux et un deuxième document sur être un citoyen dans la commune de Vernouillet. Donc on vous demandait d'identifier la source et les destinataires de ces documents. Alors, ici, la source, c'est le site de la mairie de Dreux, tout simplement. Les destinataires de documents, bah, si on est logique, vu que c'est la mairie de Dreux, il parle de sa maison de la maison des associations. Donc, on parle de Dreux. Donc, ça parle des Drouais. Ce sont les habitants de Dreux qui sont les destinataires. Même chose pour ici, c'est la commune de Vernouillet qui présente comment être c'est un article qui parle de la citoyenneté à Vernouillet. Eh bien, même chose, ce sont les habitants les Vernolitains, donc les habitants de Vernouillet, qui sont les destinataires. Question 2. Quelle est la fonction de la maison d'association des Oriels? Puisque la maison des associations est située aux Oriels, effectivement. Donc, ici, c'est marqué dans le document, à cet endroit-là, elle est destinée à faciliter la vie des associations. Elle leur offre la possibilité de réserver des salles et des bureaux, de déclarer leur siège social et d'obtenir une boîte aux lettres ou un casier. Ok, donc là, même chose, vous reprenez le document, vous le citez, et il n'y a pas de souci pour avoir les points. Document 2. Quel est l'objectif recherché par la ville de Vernouillet à travers ce document? Alors là, ça demande un peu de réflexion, mais si on est un peu logique, être un citoyen dans la commune de Vernouillet, si on vous propose tout ça, c'est que la commune de Vernouillet veut mobiliser ses habitants pour qu'ils s'impliquent dans la vie de la commune et donc qu'ils agissent en tant que citoyens. Alors évidemment, ils veulent pas que vous fassiez les 5, mais évidemment, c'est pas le projet. Ils disent voilà, ils présentent ce qu'il y a et ils invitent les gens à venir pour s'impliquer dans la vie de la commune et à être donc de bons citoyens. Donc c'est leur objectif qui est recherché. Et enfin, question 4, vous allez à la rencontre des habitants de votre quartier pour les encourager à s'engager dans la vie de votre commune. Rédiger un texte d'une dizaine de lignes pour les convaincre. Alors là, c'est toujours le point qui vous pose problème en général. Alors on verra bien parce que j'ai pas vu les copies encore, mais c'est souvent ça vous pose problème parce que vous avez du mal à rédiger. Là, en fait, on vous demande tout simplement, vous pouviez le faire sous différentes formes, hein, mais vous pouvez faire sous forme de discours, par exemple. Le but, c'est pas de faire une liste de courses, encore une fois, en disant bah oui, vous pouvez aller au conseil citoyen et aux réunions de quartier, participer, faire la participation citoyenne contre la délinquance. Non, dans ces cas-là, vous essayez de faire quelque chose de. Si vous le faites sous forme de discours, par exemple, vous essayez de dire bah voilà, si vous êtes plus intéressé par ça, par exemple, si vous êtes intéressé par aider les enfants, eh bien vous pouvez vous mobiliser et devenir patrouilleur scolaire bénévole. Si vos enfants sont intéressés par la vie de la commune, vous pouvez les envoyer au conseil municipal des enfants. Voilà, il faut rajouter des choses. Citer, ça ne suffit pas. D'accord? Donc là, on vous demande de vous impliquer et de vous investir et de vous mettre à la place d'eux. C'est une sorte de jeu de rôle, hein. Et comme dans tout jeu de rôle, bah, si on le fait à moitié, bah, ça sert à rien. Ça ne sert pas à grand chose de faire ça. Donc,
Voilà pour la correction. Alors, je sais que pour certains, vous ne l'aurez pas rendu. Pour certains, pour des bonnes raisons, d'autres l'auront pas fait. De toute façon, vous vous doutez bien qu'on va pas le compter comme étant que nous allons pas le compter comme un brevet normal. Je le compterai sûrement comme un DM, en tout cas sur la partie géographie. Il est évident que si je vois que certains n'ont pas joué le jeu, de toute façon, j'ai déjà relevé un certain nombre de copies qui étaient là. Si je vois que certains n'ont pas joué le jeu suite à la publication de la vidéo et ont repris ce que j'ai dit, ça ne me plaira pas du tout, du tout, du tout. Donc ça sert à rien. Le but c'est de vous aider, que ce soit un peu frais dans votre tête, que vous puissiez voir un petit peu et imaginer là où vous avez eu bon, là où vous avez des choses à travailler. N'hésitez pas, donc, comme je vous l'ai dit, à poser des questions en commentaire de la vidéo, à me envoyer un message sur Pronote, pour ceux qui sont sur le Discord, à, euh, à demander, à poser des questions sur le Discord. Bref, il y a plein de moyens de faire de tout, de, pardon, il y a plein de moyens de reparler de ce brevet blanc. Je voulais juste pas attendre le mois de mai. Si on se revoit qu'au mois de mai, puisque a priori ce sera ça, ça va être ça. Si on se revoit qu'au mois de mai, eh bien vous en aurez plus aucun souvenir, ça aurait pas d'intérêt. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera plus court cette fois, je vous le garantis. Là, c'est juste que je voulais détailler un petit peu l'histoire du brevet blanc. Et vous êtes courageux si vous avez fini d'écouter la vidéo. Donc la prochaine fois, je ferai plus court. On parlera du coup du cours véritablement et je vous ferai des explications à l'oral. N'hésitez pas aussi à faire partager aux gens qui ne l'auraient pas vu, aux autres élèves de 3C et de 3D qui n'y auraient pas accès, qui n'auraient pas eu accès. Merci à tous et bon courage, bonne santé à vous et à votre famille et n'oubliez pas, restez chez vous.